Depuis le temps que nous l'attendions, cet événement, mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir pour cette émission spéciale. Je suis Nicolas Rossignol, journaliste, mais journaliste heureux aujourd'hui d'assister à ces belles remises de prix. On est ensemble pour la première édition du Grand Prix Syntec Conseil 2020. On va primer ensemble les travaux réalisés durant l'année 2020. C'est un jury de professionnels que je vous présenterai dans quelques instants qui est à l'origine de ce Grand Prix. Je voudrais saluer aussi notre partenaire média, Les Échos, qui nous accompagne pour cette première édition. Puis surtout, je voudrais que l'on salue ensemble celui qui nous accueille avec ses équipes. Mathieu Courtecuisse, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président de Syntec Conseil. Un mot, on est dans un contexte bien particulier et pour autant, vous avez voulu maintenir et même créer cet événement. Pourquoi est-ce que vous avez lancé cette initiative cette année ? Alors cette initiative a été prévue avant la crise Covid et il nous a semblé absolument essentiel de maintenir l'événement malgré les conditions actuelles, tout simplement parce que l'impératif de transformation, il est toujours là et les consultants accompagnent toujours les entreprises, qu'elles soient grandes, petites, face à ce qui se passe aujourd'hui. Et Dieu sait que l'agenda est chargé. Évidemment. Qu'est-ce qu'il récompense ce prix particulièrement cette année ? Alors, là, on est là pour évaluer ensemble des belles réalisations qu'on fait à côté de nos clients. C'est aussi pour fédérer l'ensemble de la profession dans sa diversité. Et donc, effectivement, vous allez avoir des réalisations dans plein de domaines différents. À la fin, il y aura un petit palmarès pour montrer un petit peu l'esprit de compétition aussi qui règne dans notre profession. Mais encore une fois, on est là pour montrer toute la diversité de ce qu'on est capable de faire. Et c'est intéressant, on va voir ensemble justement toutes les facettes des métiers de conseil. Merci Mathieu, on va se retrouver dans quelques minutes pour remettre ensemble le Grand Prix à la fin de cette émission. Ce Grand Prix, on va le remettre dans quelques minutes, mais auparavant, nous aurons 12 catégories que l'on va découvrir ensemble. Chacune de ces catégories justement sur les facettes du métier que pratiquent les cabinets de conseil au quotidien. Et puis pour remettre ce prix, nous avons eu un jury exceptionnel. On doit le saluer ce jury parce que pour cette première édition, vous les découvrez à l'écran. Les membres de ce jury, c'est Jean-Marc Borello, Pierre Comte, Jessica Delpirou, François Deung, Emmanuel Durand, Anne-Marie Gauthier, Sébastien Guiguès, Pascal Lagarde, Sébastien Missoff, Guillaume Planète, Barbara Vandeput, Eric Woerth, qui nous a accompagnés sur 2 séances bien denses d'ailleurs pour remettre ces prix. On va avoir l'occasion d'en entendre certains dans quelques témoignages durant cette émission particulière. On va rentrer d'ailleurs dans le vif du sujet. Avant de découvrir la première catégorie, on a laissé carte blanche pour lancer cette émission à Jessica Delpirou. Elle est membre du jury. Elle vous en parle tout de suite. Moi, je voudrais signaler trois éléments très importants pour moi et considération par rapport à l'organisation de ce prix. Le premier, c'est le contexte très particulier dans lequel ce prix a été organisé cette année. Et je dois dire qu'en dépit du fait qu'on ait été tous sur Zoom pour les délibérations, on a eu des discussions extrêmement riches avec un jury très professionnel et très engagé sur la lecture et des dossiers et les débats. Donc c'était un moment, ça a rendu le moment particulièrement intéressant et on a appris plein de choses. Le deuxième point, c'est l'implication des candidats qui ont tous rempli des dossiers extrêmement complets. Donc, je voudrais signaler le professionnalisme également des cabinets de conseil et d'études qui ont participé à ce prix et dire qu'on a été tous très impressionnés, j'ai été très impressionnée par la qualité des rendus, des dossiers et des vidéos lors de cette journée de délibération. Et enfin, le troisième point qui m'a particulièrement marqué, c'est le fait que beaucoup de dossiers de ces cabinets avaient aujourd'hui une dimension forte d'impact sociétal, évidemment, d'impact social, environnemental. Et je crois que là aussi, ça démontre bien que c'est un sujet qui concerne tous les acteurs de l'économie et également des cabinets de conseil qui aujourd'hui n'ont plus seulement une portée sur l'efficacité des process ou du revenu en plus ou les organisations, mais également sur comment aider leurs clients à avoir plus d'impact dans la société. Et ça, je pense que c'est important et c'est aussi quelque chose qu'on a voulu récompenser lors de ce jury. Voilà.
Enfin, je remercie l'organisation du jury qui, dans ce contexte particulier, a réussi à garder justement ces débats très, très animés et très ouverts. Voilà, et belle démonstration encore de notre capacité à nous organiser dans ces temps troublés. Merci à tous. Et merci Jessica de nous donner le ton avec le sourire bien sûr, et l'organisation va être belle, vous allez voir, on va rentrer dans la première catégorie dans un instant. On va commencer avec une des facettes importantes des métiers du conseil. Cette facette, c'est d'engager les entreprises, les organisations, les marques dans une démarche de performance et de progrès. C'est ce qu'a voulu saluer d'ailleurs le jury maintenant. C'est notre première catégorie. Et dans cette catégorie, il n'y a pas de prix, mais il y a une mention. Et cette mention, c'est vous qui la recevez, mesdames. Mélanie et Sarah, bonjour. 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 Merci beaucoup de nous rejoindre sur ce plateau. Vous allez recevoir cette mention dans cette catégorie. C'est finalement une récompense pour vous et pour les équipes que vous représentez. SIA Partners et EDF Commerce, vous avez travaillé ensemble pour un projet. Je vais vous laisser m'en parler justement. Mélanie Caz, peut-être nous parler d'abord de la problématique. Alors, chez EDF, on reçoit plus de 20 millions d'appels téléphoniques chaque année. Wow. C'est des appels de clients, de potentiels clients, de peut-être clients, qui nous parlent de leurs besoins, de leurs attentes en termes de contrats d'énergie. C'est vrai. Aujourd'hui, on peut joindre les marques avec toute une panoplie d'objets, via les réseaux sociaux, via le site, via l'appli. Mais en fait, la voix, ça reste l'outil le plus naturel quand on a envie de s'exprimer. Et donc, ces appels, ils sont extrêmement riches en termes de connaissance de nos clients et de leurs attentes. Par contre, c'est très compliqué d'y accéder parce qu'évidemment, à l'échelle humaine, on ne peut pas écouter 20 millions d'appels. Et puis même si on le faisait, on ne serait pas capable de synthétiser et puis de se dire, bon, bah, qu'est-ce que j'en tire, qu'est-ce que je vais faire derrière. C'est là que l'intelligence artificielle nous aide et nous propose des outils justement pour aller vers cette connaissance. On a rencontré une start-up française qui s'appelle Allomédia et qui propose un outil qui est capable en temps réel d'anonymiser, de retranscrire et d'analyser les conversations téléphoniques. Donc on s'est dit, si on avait cet outil, on serait capable d'accéder à l'information, de mieux comprendre les attentes de nos clients et puis d'avoir un service plus performant. Oui. C'est là qu'on a fait appel à SIA Partners pour nous appuyer dans cette démarche. Et chez SIA Partners, c'est vous, Sarah, qui représentez aujourd'hui le cabinet. Ils viennent vers vous avec une demande particulière. Comment est-ce que vous répondez-vous à cette problématique avec vos équipes ? Oui, alors tout d'abord, ça fait plusieurs années que SIA Partners accompagne EDF Commerce dans le pilotage de projets avec des solutions d'intelligence artificielle. Et c'est vrai qu'on est intervenu sur ce projet de bout en bout. Et on a répondu donc, à cette problématique avec 3 points clés. Donc, le premier point clé, c'était d'embarquer dès le départ les utilisateurs finaux, donc c'était les marketeurs d'EDF et les experts métiers d'EDF, pour co-construire avec eux la solution afin qu'elle réponde au mieux à leurs besoins. Et derrière, ça permet de démystifier l'intelligence artificielle, parce que ça permet de montrer que c'est l'humain qui est au centre de l'apprentissage, c'est lui qui définit les règles, et donc derrière, ça facilite l'adoption de la solution. Le deuxième point, ça a été de travailler ce qu'on appelle une méthodologie de test and learn, où on va tester donc, la solution d'Allomédia sur un cas d'usage qui est facilement implémentable et en même temps qui a un fort potentiel de gain pour en tirer derrière rapidement des enseignements. Et c'est pour ça qu'on a choisi sur ce projet-là de retranscrire plutôt les appels de déménagement plutôt que les appels de relations courantes, parce que c'est des appels qui sont plus normés et plus facilement exploitables. Oui. Et le troisième point, et qui a, je pense, je suis convaincue qu'il a contribué au succès de ce projet, ça a été de développer une solution qui est facilement déployable en mode industriel, pour passer rapidement à l'échelle. Et c'est vrai qu'en tant que consultante, j'ai pu voir différentes expérimentations où on a dû casser et jeter une grande partie du contenu pour passer à l'échelle parce que la solution n'était pas connectée au système d'information. Oui. Et derrière, nous, on a fait le choix justement de faire ça, de faire cette expérimentation sur un vrai cas d'usage dans des vraies conditions. Et en plus, ça permet de faire face à des contraintes RGPD. C'est un point important aujourd'hui pour toutes les entreprises, oui. Où Allomédia a développé une solution d'anonymisation des conversations spécifiquement pour EDF. Voilà. Et d'un point de vue plus global, je me permets de dire que SIA Partners accompagne
pas mal d'entreprises sur les sujets d'intelligence artificielle. On est assez familier avec ce type de problématique, notamment avec nos compétences sur ce sujet. Et c'est bien de le rappeler ici, vous êtes récompensés, mesdames, par cette mention, vous et bien sûr, et on va le dire tout au long de cette émission, les équipes que vous représentez qui sont aussi importantes. On vous félicite vraiment. Merci à vous. On parlait justement des compétences des cabinets, notamment d'accompagnement. Une autre facette d'ailleurs que l'on voulait saluer dans la prochaine catégorie, c'est l'engagement client. Parce qu'en effet, les cabinets interviennent et accompagnent leurs clients sur ces sujets au quotidien. Vous savez, tout comme moi, que l'engagement client, c'est stratégique. Eh bien, on le salue, on le récompense dès maintenant. Dans cette catégorie, le jury a décerné un prix et qui revient à nos invités qui sont avec moi sur ce plateau. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour Nicolas. Félicitations, vous recevez ce prix dans la catégorie engagement client. En fait, c'est vous, Allianz Travel Smart App, qui avez fait appel à PwC. PwC, oui. D'accord, j'ai voulu le faire avec mon accent occitan, c'est pas passé du tout, on est d'accord? PwC en PwC. Très très bien, donc PwC, pardon, comme on le dit très bien. En fait, tous les deux, vous êtes allés sur l'engagement client, mais comment? Parlez-nous chez Allianz de la problématique qui était la vôtre. Yes. So Allianz Partners is one of the largest travel insurance and assistance company in the world. We sell travel insurance in 76 countries, and I run the digitalization of the customer service at a global level. Around 3 years ago, we decided to accelerate our commitment to offer a best-in-class customer experience to our customers, and we accelerated our transformation from a travel insurance player to a travel protection company. Okay. So we decided to prioritize the launch of our second generation of mobile services. We wanted to provide our customer with easy access to their policy, to the possibility to file a claim on the move, to expedite access to local emergency number, and everything that can matter to the travelers, specifically in this moment of COVID-19. With a small team at the time and a global challenge, that's why we need to team with a global player to design the application, to test it with a customer across the world, to launch the analytics and to accelerate the launch on the market. And that's why we spoke with PwC. Et je comprends pourquoi, évidemment, vous êtes tourné pour cet accompagnement. C'est vous, David Malingouessa, qui allez nous parler de ce que vous avez fait avec vos équipes. Un client comme Allianz vous appelle avec cette problématique. Comment est-ce que vous y répondez, vous, avec le cabinet? Déjà, on est ravis, nous, de gagner au sein de notre équipe qui s'appelle Customer, PwC, le prix de l'engagement client. Et je salue donc Pauline Adam-Calfon, responsable de notre équipe, parce que c'est une petite équipe qui avait été créée il n'y a pas si longtemps. D'accord. Donc c'est vraiment un plaisir de recevoir cette récompense. Alors ça nous arrange que vous soyez ravis. Et qu'est-ce que vous avez fait précisément? Alors l'un des challenges qu'on avait avec Giovanni, comme il l'a justement expliqué, c'était finalement trouver un consensus entre les différents acteurs et entre eux finalement les différentes cultures. Oui. Et le dénominateur commun qu'on a réussi à trouver, c'était la voix du client. Donc tout le projet a été structuré autour de la voix du client et on l'a positionné au cœur de la réflexion. Donc PwC a mis à disposition d'Allianz Partners son expertise en termes de facilitation d'ateliers de co-création, mais également sur le fait de mener des tests utilisateurs à grande échelle, à l'international, qui était l'un des challenges. Ce qui a permis finalement aux équipes d'Allianz Partners d'avoir finalement une réflexion structurée de ce qu'attendaient leurs clients. Et ensuite, on a transformé finalement ces feedbacks clients en actions concrètes. Et on a travaillé autour de 5 piliers: les services, le design, l'analytics, l'e-marketing et la partie scalabilité. D'accord. 2 objectifs derrière tout ça. Premier objectif, c'est finalement aider Allianz Partners à construire une proposition de valeur qui était cohérente avec leur raison d'être, mais aussi les besoins de l'utilisateur. Et derrière, leur permettre d'utiliser finalement tous les assets de projet à l'échelle, et que ce soit à la fois pour servir d'autres pays, mais aussi pour utiliser ces services via d'autres canaux de distribution. Bien sûr. On a servi une application, mais les services qui ont été développés peuvent être utilisés sur un site web, sur des progressive web apps. C'était aussi important de leur permettre d'avoir dans le temps cette possibilité d'industrialiser et finalement de s'adapter finalement aux évolutions aussi technologiques. Et c'est un succès en fait. Oui, et en fait, ce qu'il y a au-delà de ce merveilleux partenariat qu'on a eu, ce que ça nous a permis de confirmer, c'est l'approche finalement BXT de PwC, dans laquelle en fait on met à disposition des compétences à la fois business, d'expérience et de technologie. Donc voilà.
Bravo. Merci de le dire avec le sourire tous les deux. Many thanks for you and your team. Bravo vraiment. Vous salue, Merci vous beaucoup. et votre équipe pour ce prix que vous recevez dans cette catégorie engagement client. Et vous venez de me tendre une perche incroyable. En effet, il y a beaucoup d'agilité dans les cabinets puisque vous nous parlez de BXT chez vous, mais finalement, je peux parler de l'agilité dans tous les domaines et notamment en ce qui concerne la data et la technologie parce que les cabinets sont confrontés évidemment à des demandes de disruption, on va le dire tous les jours sur des problématiques et c'est ce dont on va parler, ce que l'on va récompenser dans la prochaine catégorie. Et dans cette catégorie data et technologie, on a le plaisir de recevoir sur ce plateau des lauréats. Alors, on a un couple lauréat d'un prix et un couple lauréat d'une mention. Messieurs, bienvenue. Je reviens vers vous, vers la mention dans quelques instants. Je voudrais saluer les lauréats du prix. C'est le duo Capgemini et Eramet. Messieurs, félicitations déjà, parce que vous recevez dans cette catégorie data et technologie, vous et vos équipes, ce prix. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher chez Capgemini quand on est dans le groupe Eramet? Vous allez nous en parler tout de suite l'un et l'autre. Ludovic Donati, c'était quoi votre problématique à la base quand vous êtes allé taper à leur porte? Alors notre problématique Eramet, nous sommes un groupe minier métallurgique mondial réparti dans une vingtaine de pays. On produit du nickel, on produit du manganèse au Gabon, on est présent en Nouvelle-Calédonie, on est présent en Indonésie. Et on est une vieille industrie. On est présent depuis plus de 140 ans en Nouvelle-Calédonie, depuis très longtemps au Gabon, je vous remercie. Et donc, on a des gisements de données incroyables. Mais par contre, on a une manière assez traditionnelle de produire. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est comment est-ce que grâce à la donnée, on peut vraiment passer un cap et produire mieux grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, on a travaillé avec Capgemini sur comment structurer une équipe. Qu'est-ce que ça veut dire dans un groupe très décentralisé, métallurgique, de faire de l'intelligence artificielle? Comment on construit des équipes et comment ensuite on construit des programmes qui nous permettent de faire mieux. Donc, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on a mis en place de l'intelligence artificielle sur des fours métallurgiques. Les fours métallurgiques, c'est des immeubles de 3 étages avec de la lave en fusion dedans, c'est-à-dire du minerai qu'on fond pour récupérer du ferro-nickel qui sert ensuite à faire de l'acier inox et finalement bardé de capteurs. Avec tous ces capteurs, on s'est dit, on a plein de données, grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire mieux. On a mis dans les algorithmes l'intelligence des métallurgistes et on leur met à disposition désormais des outils qui leur permettent de faire de la prédiction de risque. Ça permet d'optimiser les rendements, ça permet aussi d'optimiser notre mix énergétique, sachant qu'on est une industrie très électro-intensive et ça nous permet du coup de former des métallurgistes à la data science et donc de former des data métallurgistes. Et donc pour aider cette intelligence, l'accompagner, la valoriser encore plus, vous êtes allé chercher les compétences de Capgemini. Manuel Scharrer, c'est vous qui nous en parlez. Qu'avez-vous fait avec vos équipes pour répondre à cette problématique? Alors tout à fait. Alors, moi je fais partie de Capgemini Invent, donc la marque d'innovation digitale, de conseil et de transformation de Capgemini. Je suis un expert de ce qu'on appelle l'industrie intelligente. Et en fait, avant de rejoindre Capgemini, j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie minière et métallurgique. Et nous sommes très fiers donc, de ce prix qui matérialise déjà une collaboration avec Eramet en 2017. Un partenariat ensuite en 2019 visant à développer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans toutes les activités d'Eramet. D'accord. Alors ce partenariat s'est concrétisé par la mise en œuvre d'une data factory, donc composée d'une 50aine d'experts, data scientists, data engineers, développeurs, scrum masters, UX UI designers, issus des équipes d'Eramet et de Capgemini, et en charge de développer ces solutions data et d'intelligence artificielle. Et ce partenariat avec Eramet est emblématique de ce que Capgemini Invent veut apporter à ses clients, c'est-à-dire une transformation numérique de bout en bout, allant de la stratégie jusqu'au passage à l'échelle dans les opérations, avec la data comme réacteur, en co-construction permanente avec notre client, et ça c'est clé, et en étant à chaque instant orienté résultat et création de valeur. Et nos équipes conseils s'appuient sur l'ensemble des expertises du groupe Capgemini, transformation numérique, data, plateforme, cloud. Capgemini, je le rappelle, c'est 270 000 experts dans 50 pays. Et avec Eramet, on a aussi mis en œuvre tout un écosystème à l'échelle mondiale de start-up spécialisées en intelligence artificielle, de solutions numériques, de fournisseurs de solutions numériques pointues, de fournisseurs de plateformes de données aussi. Et en résumé, en créant cette industrie intelligente avec Eramet, centrée sur l'humain, nous avons déployé une nouvelle culture d'entreprise dynamique autour de l'innovation, du numérique et de la data.
Et vous êtes récompensé aujourd'hui pour tout cela, pour cette belle collaboration, vous et les équipes, peut-être les dizaines de milliers dont vous nous parliez là, toutes les équipes que vous représentez à travers le monde, qu'elles soient les unes et les autres récompensées et saluées. Merci, bravo. Merci pour ça, vous avez le prix. Et dans cette catégorie, le jury a souhaité aussi attribuer une mention pour saluer le partenariat entre Médiamétrie et TF1 Publicité. Messieurs, tous les deux, vous représentez ces deux belles maisons. Vous recevez cette mention qui est aussi une belle récompense du jury. Alors, pour un projet sur le data profiling, alors je vais faire semblant de comprendre, mais en fait, je ne comprends rien. Vous allez certainement m'éclairer là-dessus. Peut-être Paul, d'abord, pour commencer. Eh ben, merci. En tout cas, merci beaucoup pour cette mention et pour ce prix. Merci tout d'abord. J'y suis pour rien, mais ça me fait du bien quand vous me dites merci. J'ai un peu l'impression d'avoir contribué. Eh ben, on va essayer qu'en plus, ça soit compréhensible. Donc, merci. On va essayer d'être compréhensible. Donc moi, mon objectif, je travaille chez TF1 Publicité, donc c'est la régie publicitaire donc du groupe TF1. Et mon objectif, moi, c'est de permettre à mes clients, donc agences médias et annonceurs, de diffuser des publicités auprès vraiment de leurs clients. Et la première demande que j'ai, moi, de la part de mes clients à moi, des annonceurs, c'est de pouvoir diffuser, par exemple, auprès du bon socio-démo des personnes. Je ne veux diffuser ma campagne qu'auprès de femmes âgées de 25 à 49 ans, qu'auprès d'hommes âgés de 15 à 24 ans, par exemple. D'accord. Donc comment j'ai pu réaliser ça et faire ça ça vous aura peut-être pas échappé si vous regardez par exemple Koh-Lanta et si vous voulez avoir les résultats de ce qui s'est passé vendredi et que vous avez raté parce que vendredi vous étiez très pris. Samedi vous allez sur MyTF1 sur votre application ou sur le site internet. Vous vous loguez, le login est obligatoire, vous renseignez votre sexe et votre âge et vous pouvez regarder TF1. D'accord. Énorme succès. 27 millions de connectés, donc c'est plutôt intéressant. 27 millions de personnes sur lesquelles je connais le sexe et l'âge, et donc je peux diffuser le bon message à la bonne personne, commercialement très intéressant. C'est vendu 50% plus cher. Par contre, là où j'avais un gros problème, et où j'ai fait appel à François, c'est que 60% des gens qui regardent du replay, donc peut-être que vous regardez vous Koh-Lanta, mais pas via l'application MyTF1 ni via mytf1.fr, mais peut-être directement via votre box, via l'application qui est sur votre box. Et sur votre box, vous pouvez accéder du coup sans vous loguer. Donc je ne connais pas votre sexe et je ne connais pas votre âge. Compliqué de le remplir avec une simple télécommande. Bien sûr. Et donc le problème, c'est que je ne peux pas, on va dire, faire payer à mes annonceurs un peu plus cher ce critère de ciblage. Et donc là-dessus, je me tourne vers mon cabinet de conseil Médiamétrie, pour leur demander est-ce qu'il est possible, est-ce que vous pouvez savoir qui est derrière ce téléviseur? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Parce que moi, j'ai besoin de le savoir pour pouvoir mieux valoriser, du coup, mes espaces. Et François Dufresne et ses équipes chez Médiamétrie vous répondent oui, bien sûr. Bien sûr. Se creuse le cerveau pour se dire comment est-ce qu'on va répondre à notre client TF1. Qu'est-ce que vous avez fait pour répondre à la problématique? Alors, pour répondre à cette problématique, on s'est appuyé sur donc, deux atouts forts de Médiamétrie, que sont d'abord le panel Médiamat. Le panel Médiamat, tout le monde en a entendu parler, c'est ce qui permet de mesurer l'audience de la télévision en France. Un panel, je ne reviendrai pas dessus, mais extrêmement représentatif évidemment de l'ensemble des usages de la télévision et dont on connaît toutes les caractéristiques sociodémographiques. Première force, premier atout. Deuxième atout, l'expertise de data science de Médiamétrie, puisque nos équipes de data scientists se sont donc penchées pour construire un modèle qui, à partir des usages de ce panel, peut prédire une appartenance à une cible sociodémographique pour répondre à la problématique de Paul. Donc en fonction des usages, en fonction des comportements de consommation. C'est prédictif. C'est prédictif, c'est un modèle prédictif, c'est de la data science, ce sont des algorithmes, c'est des mois et des semaines et des mois de R&D, donc c'est pas évidemment quelque chose qu'on trouve comme ça. Mais donc ce modèle, évidemment, il y en a eu plusieurs versions, et à un moment donné, on a pu se tourner vers TF1, revenir en disant, on pense qu'on a trouvé un modèle qui a des bonnes prédictions d'appartenance de tel ou tel public à telle ou telle cible. Du coup, on fournit ce modèle à TF1, on le rafraîchit évidemment régulièrement, et ça leur permet d'optimiser les performances sur les campagnes publicitaires avec cette prédiction d'appartenance aux cibles qui vient de Médiamétrie. Et vous êtes récompensé pour ça, félicitations à vous évidemment. Si dans le prédictif, vous pouvez faire un truc pour le tirage du loto de vendredi prochain, ça m'arrange, mais on en parlera tout à l'heure. S'il y a quelques années de travail, vous me le direz. Félicitations à vous, à vos équipes. Merci messieurs d'être venus. Je voulais aussi vous remercier d'avoir respecté la règle. En fait, on s'est tous habillés en triste. On a l'impression d'être un chœur en fait, de chanteurs sur ce plateau. Et je voulais vraiment vous remercier. La prochaine fois, on nous mettra du rouge sur toutes les vestes. Vous êtes remerciés. Derrière l'intelligence évidemment artificielle, il y a les femmes et les hommes que l'on accompagne et qui nous accompagnent au quotidien. Et la prochaine catégorie est là pour le récompenser, puisqu'on va parler d'impact social, sociétal et environnemental. Et le jury a voulu mettre en exergue lors des délibérations la data, la technologie, mais bien sûr l'humain derrière tout cela. Et plus que jamais, bien sûr, les cabinets de conseil, les instituts d'études accompagnent l'entreprise, l'organisation, la marque sur sa démarche RSE. On en parle, vous le savez, et ça va être l'objet de cette catégorie. Juste après avoir écouté Paul Lagarde qui nous livre sa vision du jury et de la catégorie, puisqu'il faisait partie du jury.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Pascal Lagarde, je suis un des membres du comité exécutif de BPI France, la banque publique d'investissement. J'ai en charge les activités stratégiques, des relations internationales, les études et le développement durable. J'ai été membre du jury du Grand Prix Syntec et j'en suis très très heureux. Pourquoi j'en suis très heureux? D'abord parce qu'on a attribué le Grand Prix à un très très beau projet, vraiment superbe. Et par ailleurs, on a eu beaucoup de mal à attribuer ce Grand Prix. Et ça, c'est vraiment une très grande satisfaction parce qu'il y avait énormément de très très beaux projets. Nous avons beaucoup discuté dans un climat incroyablement positif sur des domaines qui sont à la fois des domaines technologiques, des domaines plus classiques, des domaines d'impact à la fois d'impact sociaux, d'impact climatique, d'impact digitaux pour les entreprises, et vraiment dans un cadre d'un jury avec des personnalités, des compétences extrêmement diverses et extrêmement ouvertes, et ça a été un réel plaisir, donc vraiment un très grand moment, et merci encore au Syntec et aux organisateurs de ce prix de m'avoir invité et de m'avoir permis de participer et de poser ma pierre dans cet édifice. Tu m'étonnes qu'ils ont pris du plaisir, le jury, parce que dans cette catégorie, ils n'ont pas pu départager, ils ont cité 2 mentions. Alors merci aux membres du jury, et vous avez eu raison, parce que dans cette catégorie, on va découvrir les 2 mentions qui reviennent à 2 projets formidables et que l'on va vous proposer et présenter maintenant. La première mention est attribuée à Capgemini Invent et au CHU de l'Université de Bordeaux. Mathieu, on va échanger dans quelques instants sur la manière avec Capgemini Invent, comment vous avez accompagné votre client. Ce client, on lui a demandé, alors il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, il est à Bordeaux, et on imagine que son quotidien est un tout petit peu perturbé, puisque en fait ce client-là, c'est le CHU et l'Université de Bordeaux. On écoute la teneur du projet qui nous était proposé, et on parlera ensuite de l'accompagnement. Écoutez. Le CHU de Bordeaux et l'Université de Bordeaux coordonnent le programme Ange Gardien. Ange Gardien, c'est un programme coopératif, pluridisciplinaire et innovant qui a pour objectif d'améliorer la prise en charge des maladies inflammatoires chroniques. Il s'appuie, ce projet Ange Gardien, sur les organisations de soins existantes et la structure hospitalo-universitaire. Et ce sont notamment 4 médecins, 4 professeurs du CHU de Bordeaux qui se sont engagés fortement dans ce projet Ange Gardien. Ange Gardien, aujourd'hui, il a pour objectif non seulement de suivre les patients à domicile qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques, et il a aussi pour objectif de favoriser la formation des professionnels de santé et également la recherche dans le domaine des maladies. Ce sont les 3 vocations, évidemment, d'un CHU. Une première expérimentation qui implique l'Université de Bordeaux, le CHU, et Capgemini Invent a été menée dans le territoire des Landes au sujet de la santé numérique et avait démontré que la force collective de l'université, du CHU et d'une entreprise était un formidable moteur d'innovation. C'est pourquoi, sur la base de ce succès et dans le domaine de la santé publique, nous avons voulu approfondir ce partenariat dans le cadre d'un très beau projet qui s'appelle Ange Gardien. C'est un travail collaboratif coordonné par 4 professeurs de médecine qui s'est engagé avec Capgemini pour développer une application numérique en réponse à des objectifs de détection précoce de maladies chroniques inflammatoires, et ceci permet d'optimiser le parcours de soins. Et une pensée particulière, bien sûr, à tous les membres du CHU de Bordeaux, comme tous les autres qui sont forcément très occupés sur le terrain en ce moment. Quand Yann et Emmanuel, qui nous en parlent dans la vidéo, viennent vous voir avec ce projet Ange Gardien, ils ont besoin de votre accompagnement. Qu'est-ce que vous leur proposez? Racontez-nous.
Alors déjà, merci à Yann et Emmanuel pour leur confiance. Ça fait déjà beaucoup d'années qu'on collabore ensemble et je pense que la confiance a été un détonateur pour lancer cette initiative. Alors en fait, c'est une longue aventure qui a démarré en 2017 avec une idée qui est simple, qui est de dire comment je peux suivre dans la durée un patient et que tout médecin puisse avoir l'histoire médicale de ce patient pour le traiter au mieux. Donc c'est ça le sujet. Mais c'est compliqué, on a la médecine hospitalière, on a la médecine de ville, etc. Donc on a lancé cette initiative en 2017, il y a 2 ans de construction pour bien identifier quels sont les cas d'usage sur telle ou telle maladie. Et ça a été travaillé par des médecins, ça a été dit, c'est des professeurs qui se sont lancés dans cette initiative. Et donc ça a été fait en répondant à des besoins de patients et de médecins. Ça devait être opérationnel en avril 2019, le démarrage. Ça a été perturbé par le Covid, mais je pense que ce qui est intéressant de... Donc avril 2020 Pardon, avril 2020, en effet, oui, l'année passe vite. Ou alors vous saviez des trucs l'année dernière qu'on ne savait pas, non. Mais d'accord. Et en fait, on a été capable, en de 10 jours, quand je dis on, c'est le CHU de Bordeaux, l'Université de Bordeaux, il ne faut pas oublier non plus le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Ils ont été capables en 10 jours de repenser ce service-là au service du traitement ou du suivi des personnes infectées par la Covid-19. Oui. Donc en 10 jours, ils ont réorienté le sujet et ils ont pu suivre 1500 patients avec 600 médecins sur la région Nouvelle-Aquitaine, dans 3 départements particulièrement, pour suivre les symptômes de ces gens infectés par la Covid-19. Donc on a mis en application, finalement, pas sur les maladies initialement prévues en avril, alors c'est le cas aujourd'hui, oui. Ça ne l'était pas il y a 6-8 mois, et donc ça a prouvé ces résultats instantanément. Très bien. Satisfaction globale aujourd'hui de tous les partenaires. Alors aujourd'hui, nous, on est très satisfaits. On est en cours de déploiement, donc ça va se prolonger. Mais en tout cas, le CHU de Bordeaux, l'Université de Bordeaux, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, je considère que c'est un succès. Et ça s'inscrit pleinement dans nos engagements sur comment contribuer avec un impact social, sociétal ou environnemental. Merci et félicitations à vous, évidemment, à toutes les équipes réunies pour cette mention. Vous allez voir qu'ils sont satisfaits aussi, Agnès et Jean, en face de vous. Madame et monsieur, bonjour et merci d'être là. Alors, on est super heureux de vous remettre aussi cette mention au nom du jury. Un mot justement sur le projet qui vous a réunis, la problématique du côté de SNCF Réseau, et puis comment, avec Kantar, vous avez travaillé. Racontez-nous, Jean. Alors, tout d'abord, il faut rappeler que pour SNCF Réseau, la sécurité des voyageurs et des usagers, c'est une priorité. Évidemment. Qui se traduit par des financements importants annuellement. Oui. Donc, concernant les passages à niveau, qui est le sujet sur lequel on a travaillé, on constate depuis 2 ans une baisse de l'accidentologie. Ça, c'est très bien. Mais les accidents dont la cause est une erreur, une attention humaine ou un non-respect du code de la route, ça représente toujours 99% des cas. Ouais. Donc c'est ce constat qui nous a amené à lancer une expérimentation où on recherche des solutions simples permettant d'agir sur les comportements. Alors, nous avons fait le choix de retenir des solutions de type nudge qui permet d'influencer les comportements de façon douce et non contraignante. Oui. Voilà. Donc on a établi avec nos partenaires, donc préfectures, conseils départementaux, communes, gestionnaires de voirie, un processus global pour répondre à cette question qui se décompose en 4 étapes. La première étape, c'est faire un diagnostic des comportements sur site et de l'environnement. Deuxième étape, on retient les leviers d'action parmi tous ceux que nous a délivré l'analyse. On passe à une phase de création avec les usagers, puis d'installation sur site. Et la 4e étape qui est fondamentale, c'est évaluer l'impact de nos solutions sur le comportement des gens. D'accord. Et c'est la question qu'on a soumise à Kantar. Très bien. Alors Jean s'occupe, lui, des risques justement sur les passages de niveau en région Île-de-France. Agnès, vous êtes directrice de clientèle chez Kantar. On vient vous voir avec une problématique très particulière. Comment réagissez-vous et qu'est-ce que vous proposez en face ? Donc, il y a 2 aspects. D'abord, il y a eu le premier aspect sur le diagnostic comportemental. Oui. Donc là, on a utilisé Behavior Change, qui est une approche qui a été développée par Kantar depuis longtemps et qui a pour objectif d'analyser à la fois les comportements réfléchis, pensés, et puis les comportements réflexes, les habitudes, qui fait que ça amène aussi des usagers sur un passage à niveau à adopter un comportement qui est dangereux sans forcément s'en rendre compte. Donc ça, c'est une première étape. Et puis ensuite, il y a l'étape d'évaluation donc, des nudges qui sont mis en place sur les passages à niveau. Donc là, c'est là où on a vraiment élaboré et mis en place un projet d'ampleur et vraiment novateur, donc, qui nous a permis de comptabiliser et d'analyser
600 000 comportements d'usagers au passage à niveau donc, de Deuil-Montmagny, qui est au nord de Paris et qui est notre premier passage à niveau sur lequel on a fait cette expérimentation. Donc pour ça, on a mis une caméra pendant un mois, 24 heures sur 24, qui capte les images. Ensuite, il y a une intelligence artificielle qui a analysé et qui a été entraînée en fait pour reconnaître et bien identifier les différents types d'usagers. C'est pas la même chose si c'est un piéton ou une voiture sur le type de comportement qui peuvent être justes ou dangereux. Oui. Et ensuite, on a donc ça nous a permis vraiment de retracer les différents la traversée du passage à niveau, différents endroits. Et puis ensuite, avec un algorithme, on a vraiment intégré toutes ces données, ainsi que les signalisations et les systèmes d'alerte de l'arrivée des trains. Voilà. Et donc au final, on a vraiment pu déterminer, compter et classer ces comportements en 3 catégories. Donc des comportements sûrs, et puis des comportements à risque et aussi des comportements dangereux. Et voilà, et ça nous a vraiment permis de mettre un cadre de référence pour l'évaluation de l'impact des nudges. Donc là, c'est sur ce passage à niveau aujourd'hui, mais aussi sur d'autres passages à niveau en Ile-de-France. Voilà, et on est vraiment ravis d'avoir, avec toute l'équipe, ce prix. Et on est ravis que vous soyez ravis. Résultat satisfaisant, j'imagine, de ce travail ensemble. On poursuit. Très très bien. Et donc rassurant pour moi, usager de la route, et qui doit faire encore plus attention. Je vous félicite, vous et toutes les équipes que vous représentez pour ces mentions que vous recevez. Merci beaucoup d'être venus ici sur ce plateau. On va parler d'ailleurs des femmes et des hommes, parce que c'est le cœur du réacteur, bien sûr, pour chacune de vos structures. On va parler maintenant de leadership et de management des ressources humaines. Il n'y aura pas de prix dans cette catégorie, mais une mention hautement méritée par Stimulus et son programme d'accompagnement suite à une agression dans les transports publics pour RATP. La problématique est posée, il faut y répondre. On va voir comment vous avez travaillé ensemble. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Félicitations à vous parce que vous venez ensemble chercher cette mention. D'abord, Florence, côté RATP, vous êtes médecin du travail au sein de la structure RATP. C'était quoi votre problématique précisément ? Il y a notre problématique, ce sont ces agents RATP qui sont quotidiennement confrontés aux incivilités, aux violences sur le réseau et pour lequel l'entreprise s'est mobilisée de façon à les accompagner pour leur permettre de faire face à ces agressions qui développent vraiment des troubles psychiques importants, avec même des états de stress post-traumatique quand ils sont victimes de ces agressions ou victimes d'accidents graves voyageurs ou de menaces terroristes sur le réseau et qui développent des états de stress post-traumatique. Et on avait vraiment besoin de pouvoir les accompagner. Il faut dire que la démarche, donc on a trouvé un partenaire extérieur qui est le cabinet Stimulus et il faut savoir que cette démarche, elle a mobilisé même la direction de l'entreprise, la direction, donc le plus haut niveau de l'entreprise, la direction générale et également l'entité prévention maintien dans l'emploi de notre entreprise et puis également d'autres partenaires, les médecins du travail qui sont prescripteurs et puis les encadrants qui accompagnent les équipes de Stimulus au plus près des agents. Et ce qui était très important, c'était de pouvoir lutter contre la désinsertion professionnelle parce que ces agents sont amenés à être dans l'impossibilité de retrouver leur métier d'origine. Ce sont des conducteurs de métro, ce sont des machinistes, ce sont des agents de sécurité. Et donc, il fallait qu'on puisse permettre à des cliniciens en thérapie comportementale et cognitive de pouvoir aller au plus près du milieu de travail pour permettre cette rééducation au travail. C'est un sujet important parce qu'on touche aux femmes et aux hommes évidemment, et à leur bien-être au travail notamment. David, quand on vient vous voir, vous et les équipes de Stimulus, pour répondre à un sujet comme celui-là, c'est très touchy comme sujet, en même temps passionnant évidemment, mais très dense. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là pour répondre à la problématique ? Alors, avec les équipes de la RATP, on a finalement conçu un programme de réadaptation progressive des salariés victimes d'événements graves et d'agressions. Donc l'idée, c'est d'aider tout simplement, d'intégrer dans cette démarche une approche psychologique sur des bases très scientifiques, les thérapies comportementales et cognitives, de mettre à disposition de la RATP, en collaboration avec les équipes de la RATP, nos psychiatres, des psychologues et finalement des spécialistes du post-trauma. Hein, c'est ça et on va faire travailler finalement ces salariés, à la fois en groupe, en soutien individuel, et à la fois sur les maquettes des métros, des bus de la RATP, pour qu'ils reprennent finalement le fil de leur existence, à la fois privée et professionnelle. Allez-y, je vous en prie. Et donc, ce qui est formidable dans cette démarche, c'est d'abord l'engagement d'une entreprise qui souhaite remettre finalement dans la vie de l'entreprise ses salariés
agressées ou victimes d'événements graves. Premier point. Deuxième point, c'est l'usage par l'entreprise des apports de la psychologie qui peuvent évidemment permettre un retour progressif de certains salariés au travail. On est là en train, évidemment, de rappeler que tous ces cabinets de conseil font un boulot formidable, mais en même temps avec des facettes incroyables dans tous les domaines. Merci de l'incarner aussi bien. Merci à tous les deux d'être venus. Et puis félicitations pour cette mention que vous recevez dans cette catégorie. Un salut particulier à vos équipes chez RATP et bien sûr chez Stimulus qui les accompagnaient au quotidien pour le travail formidable qui est fait et qui est ainsi reconnu et récompensé par notre jury. Bravo à vous deux. On va rester justement parce que l'humain, c'est forcément le plus important. L'accompagnement de l'humain, le recrutement, mais sa fidélisation aussi. C'est une autre catégorie qu'a voulu saluer ce jury. On va parler d'attraction, d'accompagnement et développement des talents actuels et futurs. Cet accompagnement des cabinets est important parce qu'il faut détecter, recruter, révéler les talents, bien sûr les fidéliser au sein d'une entreprise, d'une structure. Dans l'accomplissement d'une mission ou d'un engagement, c'est évidemment un quotidien important. Et c'est la mention que vous recevez, madame et monsieur, dans cette catégorie. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On vient vous féliciter parce qu'ensemble, vous incarnez très bien ce que le jury a voulu saluer maintenant. Alors Arnaud, d'abord chez Renault, vous aviez un sujet particulier qui était une question que vous posiez entre vous. Vous êtes allé ensuite chercher le cabinet d'Anne, le cabinet Spinpart. Quel était ce sujet ? Le sujet, c'était d'aider le réseau de distribution à recruter. Oui. Donc le réseau de distribution en France, c'est 4000 points de vente, 50 000 salariés, donc c'est un réseau quand même très dense. D'accord. Et ce réseau de distribution, ça représente 77 métiers différents. Waouh. Et le réseau a fait appel aux constructeurs, Renault, pour trouver des moyens et l'aider à recruter. D'accord. Alors dans ce projet, on s'est d'abord centré sur les métiers les plus pénuriques. Donc les métiers les plus pénuriques, ce sont les métiers de l'après-vente. Ah bon ? Oui, mécanicien, carrossier, peintre. On a du mal à recruter dans ces métiers ? Oui, ces 3 métiers sont dans les 10 métiers les plus pénuriques en France. Oh. Et même les carrossiers, ce sont dans les 3 métiers les plus pénuriques en France. D'accord. Donc on s'est attelé à essayer de trouver une solution pour aider le réseau à recruter, parce que pas de vendeurs, c'est moins de ventes de voitures, pas de personnes pour réparer, c'est une satisfaction client qui est moindre. Donc on avait 3 objectifs. Le premier objectif, c'est arriver à trouver des moyens pour aider le réseau à recruter, et arriver à trouver un 360 degrés du recrutement. D'accord. Le deuxième objectif, c'était d'amener les ressources humaines avec nous, les ressources humaines du réseau de distribution, qui soient des business partners. Et le troisième point, c'était arriver à trouver une synergie, emmener tout le monde et mettre une dynamique dans ce projet. On entend vos objectifs. Vous aviez besoin de sparring partner pour vous aider là-dedans. C'est Spinpart qui s'en est mêlé avec son équipe. C'est Anne Thaler qui nous en parle. Qu'est-ce que vous avez fait précisément ? Alors, quand on parle effectivement de recrutement pour le réseau Renault, donc on parle de recrutement pour 4000 sites. 4000 sites, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre en place une approche individualisée. L'objectif, c'était donc avec Arnaud et avec les équipes d'Arnaud de construire une offre mutualisée qui permette d'apporter de la valeur à chacun, mais sans non plus se substituer au réseau dans son processus de recrutement. Oui. Donc le premier axe sur lequel on a travaillé, c'est l'axe constructeur, et c'est capitaliser sur les forces de frappe de Renault, donc que ce soit en termes d'image de marque, et également pour jouer sur les effets d'échelle et pour apporter de la réduction de coûts. Et le deuxième axe sur lequel on a travaillé, c'est l'adhésion du réseau. Donc l'adhésion du réseau par une analyse fine de leurs besoins en termes de métiers à recruter, par une approche test and learn pour garantir l'efficacité des actions que nous avons déployées, mais également par la mise en place de solutions innovantes, à chaque fois en prenant en compte la dimension territoriale. Ok. Le projet s'est déroulé en 2 étapes. Donc la première étape, c'était de lancer la machine. Donc on va dire de générer des flux de candidatures qualifiées dans le réseau et de s'assurer qu'on soit en capacité de les traiter de manière efficace. Donc nous avons sélectionné avec les équipes d'Arnaud la French Tech Digital Recruiters pour mettre à disposition en moins de 4 mois une plateforme de recrutement auprès de toutes les agences en France. Oui, gros challenge, oui. Gros challenge, et qui leur permet aujourd'hui de gérer de manière autonome et de publier leurs offres, mais surtout de manière localisée au plus près des besoins du terrain. Le deuxième point, c'était de diversifier et de multiplier les canaux de sourcing. Donc là, on a travaillé sur divers partenariats, que ce soit avec Pôle emploi, le ministère des Armées, des partenariats avec les écoles. Oui. Et enfin, une campagne de communication, bien évidemment, pour s'assurer que ce soit pris en compte, avec notamment la start-up Golden Bees, qui nous a permis de faire des actions ciblées sur le terrain.
Et la deuxième étape du projet, et ça reste un enjeu majeur aujourd'hui, c'est d'assurer la pérennité de ce programme. Oui. Donc le premier sujet, c'est de renforcer l'attractivité des métiers, parce que si les métiers sont aujourd'hui pénuriques, c'est en partie à cause de cette attractivité. Donc on est en train de mettre en place des centres de formation d'apprentis pour les prendre dès le départ. Et le deuxième axe, c'est aussi de s'assurer de la rétention de ces talents au sein du réseau, avec un plan de fidélisation qu'on met en œuvre. Et ça s'accompagnera également côté Renault par un vaste plan de formation pour s'assurer qu'on accompagne les évolutions de ces métiers au sein de la distribution automobile. Avec une satisfaction de toutes les parties, j'imagine, et même sur le terrain de vos équipes. Ah, tout à fait, oui. On vous félicite pour ça. Vous recevez cette mention et que vos équipes soient félicitées, évidemment, en recevant ce très joli prix aujourd'hui dans cette émission spéciale. Pour tes équipes. Bravo à tous les deux. On parle là d'innovation, finalement, même dans la gestion, le management et le recrutement. L'innovation, c'est le sujet de la prochaine catégorie parce que l'innovation, on le sait, c'est le résultat d'un savant mélange entre la recherche, l'intuition, bien sûr, le R&D, le courage et encore bien d'autres paramètres. Le jury s'est penché sur ce sujet dans la catégorie Innovation et Insight. Et dans cette catégorie, le jury s'est attaché à juger l'apport du Conseil dans l'originalité de la démarche, bien sûr, dans la pertinence des moyens mis en œuvre pour détecter l'insight, pour révéler la pertinence, bien sûr, et pour faciliter le déploiement en synergie avec la demande du client. Nous avons un prix dans cette catégorie, une mention. Messieurs, bonjour, merci d'être avec nous. On est ravis de vous remettre ce prix à vous et évidemment aux équipes que vous représentez à travers vous. On va commencer sur ce prix d'abord. Pour Becoming et la Voix du Nord, ensemble, vous recevez ce prix pour un projet qui s'appelle Nouvelle Voix, au pluriel. Peut-être un mot, Gabriel, pour me dire exactement ce qu'est ce projet. Nouvelle Voix, c'était le nouveau volet de notre projet d'entreprise qui vise à accélérer, accompagner la transformation du média régional que nous sommes, oui, mais tout en gardant ce qui est notre mission essentielle depuis nos origines, qui est celle d'être un média engagé, pour la région, utile à la population. Et la question qu'on allait travailler derrière, c'était comment renforcer cette proximité. Ne pas ou ne plus être un média en surplomb de la population qui dispense son savoir, ne pas être à côté non plus, mais voir comment être intégré au cœur de la population et donc finalement voir comment établir une interaction qui fasse qu'on s'enrichisse et que l'on soit à l'écoute de tout ce qu'il peut y avoir comme réaction, comme proposition de la part des gens de la région. Dans un monde de l'information qui change en permanence, évidemment, la consommation d'informations aussi qui change de la part de vos lecteurs et de ceux qui vous suivent sur les réseaux certainement. Christophe, comment on fait quand on a une demande comme celle-là, dans ce monde en perpétuel changement ou perpétuelle évolution? D'abord, on fait une rencontre. C'est d'abord la rencontre entre nous et une entreprise qui est la Voix du Nord et puis ses dirigeants. Ensuite, on utilise l'écurie entrepreneuriale de Becoming. Oui. Cette écurie entrepreneuriale, c'est vraiment ce qui fait cette différence. C'est 150 jeunes entrepreneurs aujourd'hui dans lesquels on est allé chercher les 4 plus à même d'accompagner la Voix du Nord dans ce projet par rapport à ces enjeux. Donc, c'est une démarche qui délivre non pas des conseils, mais les résultats de ces conseils, y compris dans son modèle économique, finalement, plutôt qu'une mission. C'est presque une entreprise qu'on partage ensemble pendant 50 jours. Et 50 jours, c'est en moyenne la durée d'un shot entrepreneurial qui est le produit, on va dire, signature de Becoming sur l'entrepreneurship. Et donc, et puis c'est aussi le talent de Thomas Breuil à la tête de cette entreprise et de ses équipes pour animer ces jeunes entrepreneurs et accompagner nos clients dans le sens des résultats qu'on a à obtenir pour eux. Et concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour la Voix du Nord ? Ce qu'on a fait pour eux, c'est ce shot. Au final, les résultats, c'est quoi ? C'est un projet qui se transforme, c'est des revenus supplémentaires par rapport aux enjeux économiques de ce projet. C'est aussi une augmentation de l'engagement des parties prenantes de la Voix du Nord de ce projet, et en particulier les collaborateurs de l'entreprise et aussi les lecteurs. Donc voilà, il y a des KPI qui sont très concrets, et c'est cela qu'on ne perd pas de vue, puisque finalement, c'est à ça qu'on sert délivrer ces résultats-là. On est ravis de faire connaissance avec une écurie. On salue l'écurie qui nous regarde et qui reçoit ce prix. Évidemment, vos équipes aussi, que tout le monde soit félicité pour ce prix dans cette catégorie. Et d'un média à l'autre, je me tourne vers Arnaud qui est avec nous sur le plateau. Arnaud, vous représentez Médiamétrie, mais aujourd'hui aussi, votre partenaire Canal+, qui n'a pas pu être avec nous, c'est Canal+, qui est venu vous voir pour une problématique concernant le continent africain. Racontez-nous la demande qui a été faite par le client.
Oui, c'était une demande qui consistait à essayer de mettre en œuvre une innovation. Et l'innovation dans le domaine des études, c'est quelque chose qui est effectivement très important. Et chez Médiamétrie, on est orienté vers l'innovation pour mettre en œuvre à la fois des innovations technologiques et des innovations scientifiques. Et effectivement, toute la problématique de Canal+, c'est comment faire sur un marché comme l'Afrique, où Canal+ est très implanté, a des millions d'abonnés sur le continent africain, mais ne dispose pas aujourd'hui, dans les différents pays où ils sont présents, de mesures d'audience qui permettent de valoriser son inventaire publicitaire. Ou alors ce sont des mesures d'audience qui sont faites sur des systèmes traditionnels, par sondage, avec des fréquences qui ne sont par définition pas assez régulières. Et donc, comment faire pour exploiter une pépite dont dispose Canal+, qui sont tous les logs qui sont stockés dans les box des abonnés Canal+ en Afrique. D'accord. La difficulté, c'est que ces logs représentent évidemment une consommation à la minute près des différentes chaînes, mais dans un foyer. Qui est devant, on ne le sait pas. Quel est le nombre de téléspectateurs, on ne le sait pas. Et donc, tout l'enjeu de ce projet pour Médiamétrie, c'était de mettre en œuvre une méthode, une innovation, dite mesure hybride, qui permet de récupérer ces logs et de venir y appliquer un certain nombre d'algorithmes sur la base d'une autre source, qui est une source pour le coup par sondage traditionnel, et qui permet en hybridant les deux de produire de la mesure d'audience à la minute près, à la chaîne près évidemment, et puis surtout d'avoir un profil des téléspectateurs. Et tout l'enjeu c'était ça, c'est comment je fais à partir de logs box pour transformer ça en audience individualisée. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Et ça fonctionne bien. Et donc, effectivement, ça ouvre des perspectives tout à fait intéressantes pour Canal+, parce que finalement, mettre en place une innovation comme ça, en tout cas pour Médiamétrie, c'est aussi un moyen d'aider et d'accompagner nos clients pour répondre à leurs défis actuels. À l'échelle d'un continent, en fait, évidemment, avec autant de cultures, de nationalités que cela représente, évidemment, sur un continent comme l'Afrique, même si vous n'êtes pas dans tous les pays, mais en tout cas dans les pays couverts par Canal+. Oui, absolument, absolument. Et ça permet d'ailleurs de mettre en place ce système dans différents pays, peut-être on va dire une quinzaine ou une vingtaine de pays africains, et puis d'agréger tout ça dans une vision commune pour valoriser un inventaire publicitaire au niveau panafricain pour Canal+. Et vous êtes récompensé, vous et vos équipes, et les équipes de Canal+, que vous saluerez pour nous, évidemment, par cette mention qui vous est attribuée par le jury. Félicitations à vous et à toutes vos équipes, bien sûr. On continue à parler d'organisation, d'hommes et de femmes, bien sûr, mais on parle de transformation, cette fois des organisations, et on sait que c'est aussi une autre des facettes, en fait, passionnantes des cabinets de conseil qui accompagnent leurs clients au quotidien. C'est notre prochaine catégorie. Et le jury, dans cette catégorie, s'est attaché bien sûr à saluer le binôme cabinet de conseil et entreprise qui travaillent ensemble sur la transformation avec un joli sujet, le sujet du train fret digital. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors vous allez me raconter ce dont il s'agit. Le train fret digital avec Bertrand chez SNCF, avec Arnaud chez SIA Partners. Vous allez m'expliquer tous les deux comment vous avez fonctionné. Racontez-moi d'abord le sujet de départ. Alors, très bon sujet. D'abord, c'est Fret SNCF dont on parle. C'est la partie transport de marchandises. Le transport de marchandises en France, c'est 9%. Là où en Europe, on est à 18% en moyenne. Et on a des ambitions de doubler la part modale en France, mais y compris en Europe. Pour ça, pour faire des chaînes décarbonées, évidemment de nouvelles façons. Or, le fret ferroviaire, c'est une industrie qui date du 19e siècle. Donc il y a beaucoup d'enjeux de transformation des services, des procédures. Et là-dedans, depuis 2016, nous, on est engagés en se disant, mais comment le data, l'IoT, comment ça peut transformer nos services au quotidien avec nos clients, avec nos opérateurs. Et bien sûr, tout ça, on le travaille depuis 2016 dans une logique de coopération avec des startups. Et c'est là où particulièrement le projet est très intéressant. Très bien. Projet ambitieux, énorme évidemment, et qui a un impact aussi sur l'environnement, sur notre quotidien, et puis pour faciliter la vie des entreprises. Comment est-ce que vous arrivez, vous, dans cette aventure pour répondre à un sujet si complexe ? Alors, côté SIA Partners, on a commencé à accompagner le fret en 2016, d'abord sur des études stratégiques. Quel était le retour sur investissement de ces innovations, quel est l'état de la concurrence à la fois chez les industriels ferroviaires et les fournisseurs de techno partout en Europe, auditer la start-up pressentie par Fret SNCF. Et puis ensuite, on a accompagné de manière plus opérationnelle sur le lancement du projet, le design de la solution, la conduite du changement, le déploiement sur le terrain. Donc on a fait vraiment cet accompagnement bout en bout, jusqu'à mettre les mains dans le cambouis et être sur les emprises ferroviaires à côté des rails pour déployer avec les conducteurs et les agents de manœuvre.
D'accord. Et donc, vous avez mobilisé toutes les équipes sur les sujets, un accompagnement qui continue encore d'ailleurs ? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est un programme qui a démarré il y a maintenant 4 ans, qui se transforme et qui même se développe, puisqu'on est en train de le porter au niveau national cette fois-ci, dans le cadre d'une coopération avec plusieurs industriels, plusieurs startups aussi qui sont attendus. Le résultat est satisfaisant pour tout le monde. Ah oui, avec du ROI en plus à la clé, ce qui nous permet d'aller progressivement vers les trains de plus en plus innovants, digitaux et même autonomes à terme. Quand on est un cabinet de conseil et qu'on vous propose de jouer au petit train, j'imagine que vous réalisez le fantasme de beaucoup de gens de votre équipe. Alors moi, ça fait 15 ans que je fais du train. Mais effectivement, c'est un fantasme. Et puis c'est surtout contribuer à la transformation, à la transition écologique du transport en France. Absolument. Je vous jalouse et je vous félicite aussi évidemment. Bravo à vous, à vos équipes pour ce prix que vous recevez dans cette catégorie. On est très fiers de vous le remettre aujourd'hui. C'était notre dernière catégorie avant de passer tout de suite au Grand Prix. Alors ce Grand Prix, bien sûr, c'est un moment important, très attendu, et c'est tout de suite. Un Grand Prix Syntec Conseil 2020 qui a été remis à de superbes lauréats. On va les entendre dans un instant, la Commission européenne avec le cabinet PwC. Mais avant de vous entendre, messieurs, et d'entendre votre satisfaction surtout, on va écouter Eric Woerth, qui était membre du jury et qui nous explique le choix, justement, de ce Grand Prix. Bonjour à chacune et bonjour à chacun. D'abord, bravo pour cette initiative qui permet de valoriser le travail de cabinets de conseil au travers des projets qui leur sont proposés par des clients. Je pense que c'est une très bonne idée. Le projet qui a été retenu par le jury, j'étais fier de faire partie de ce jury, est un projet qui est tout sauf intuitif, qui est au fond de croiser des données satellitaires avec des données de terrain, des données agricoles, des données météorologiques, des données concernant les sols, et qui permet de se dire que en gérant mieux les choses, en croisant l'ensemble de ces données, on peut arriver à développer une agriculture à la fois de rendement dont on a besoin. Dans ces crises, il y a aussi une crise qui se profile et qui est une crise alimentaire, et bien évidemment la préservation de la planète, c'est-à-dire un environnement durable et pas uniquement conjoncturel. Comment faire en sorte que l'ensemble de tous ces critères soient respectés et permettent à la fois le rendement, la qualité et une gestion rationnelle et préservante des terres. Bien, ce projet il va être mis en œuvre par la Commission européenne. Je pense que c'est un projet d'intérêt public. Je pense que c'est un projet aussi d'intérêt pour l'ensemble de l'agriculture française et de l'agriculture européenne. Donc bravo à celles et ceux qui ont contribué à la mise en œuvre et surtout à la conception de ce très beau et très original projet. Et c'est Eric Woerth qui vous félicite évidemment au nom du jury pour ce prix. Parlez-nous un tout petit peu de tout cela, parce que finalement il y a une récompense sur un projet d'ampleur incroyable. Un petit mot sur l'accompagnement que vous avez proposé, Luigi et William, à votre client Commission européenne qu'on entendra dans quelques instants. Oui, donc pour justement répondre à ce projet donc de scope de très grande envergure, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel en fait à notre expertise à la fois de conseil en stratégie et en data analytics lié à l'exploitation de la donnée spatiale afin de créer un outil FAST, donc un outil mobile d'aide de prise à la décision pour les fermiers, visant à exploiter visant à optimiser, l'utilisation d'engrais chimiques pour les fermiers. D'accord. Cet outil en fait a été fait en interaction directe avec à la fois d'une part les autorités locales espagnoles, italiennes et estoniennes, mais également avec les agriculteurs locaux, afin de développer une application finalement facile d'utilisation, une application mobile qui permet finalement aux fermiers de visualiser l'intégralité de l'information disponible sur l'ensemble de ces parcelles agricoles. Très bien. Cet outil donc est hébergé sur le cloud. C'est un outil qui est basé sur de la donnée satellitaire qui est croisée avec d'autres sources de données. Donc de la composition des sols, de la donnée météo, des cadastres agricoles, mais également des exigences et des restrictions environnementales locales spécifiques à chacune des parcelles de l'agriculteur, ce qui permet finalement à l'agriculteur d'avoir donc une application simple qui lui permet à la fois d'améliorer ses rendements économiques, donc améliorer à la fois son rendement agricole et diminuer ses coûts puisqu'il va utiliser moins de fertilisants chimiques, mais également d'améliorer la performance environnementale de sa ferme. D'accord. Luigi, pour compléter peut-être ? Oui, absolument. Je veux juste m'excuser pour mon français, n'est pas vraiment parfait. Ne vous inquiétez pas, je m'excuse tous les jours pour mon français aussi, donc il n'y a pas de souci. Parfait. Je voudrais dire qu'au-delà de la construction de l'architecture
et le développement de l'outil d'exploitation destiné aux utilisateurs finaux. Nous avons aussi performé une formation à l'autorité locale qui fait partie du projet avec nous. Et l'objectif de la formation était l'exploitation des données satellitaires et aussi les technologies cloud. Très bien. Et au final, le projet FAST est important pour nous parce qu'il représente une première brique vers la formation d'un écosystème numérique pour l'agriculture durable. Et elle représente aussi un exemple concret d'application d'une politique publique qui est vraiment data-driven et en ligne avec la stratégie digitale européenne, la Digital Agenda, et aussi avec les objectifs environnementaux avec le EU Green Deal. D'accord. Donc, Votre français est formidable. Vous aurez un autre grand prix pour le français tout à l'heure. Merci beaucoup. Évidemment, justement, vous nous dites que c'est une première brique. Ça veut donc dire que, hormis cette phase-là, d'autres pays et d'autres agriculteurs européens vont pouvoir en bénéficier? Oui. Également. C'est le but, en fait, d'aller chercher d'autres États membres sur les prochaines années et également d'aller rajouter ce qu'on appelle des cas d'usage pour débloquer d'autres fonctionnalités par-dessus la gestion des nutriments. Ouais. Et le lauréat de ce grand prix, c'est évidemment la Commission européenne, vous l'aurez compris. Une de ses représentantes témoigne justement sur ce projet, c'est Claudia Silviana Muresan. On l'écoute. Afin de soutenir les États membres dans l'introduction de solutions digitales qui rendent l'agriculture européenne plus verte, la Commission européenne a voulu développer un outil innovant, le FAST, The Farm Sustainability Tool. Il vise à offrir à toutes les agricultrices et tous les agriculteurs de l'Union européenne, quelle que soit la taille de leur exploitation, leur âge, leur localisation, la possibilité de faire de l'agriculture de précision. Pour ce faire, FAST s'appuie sur des données d'imagerie par satellite de Copernicus et de positionnement par satellite de Galileo, combinées à des données agricoles et administratives. Pour mettre en œuvre FAST, la Commission a d'abord commandé une étude de faisabilité confiée à PW France en avril 2018. Celui-ci a mené au développement d'un prototype. Convaincue du potentiel de l'application, la Commission a décidé d'aller plus loin en développant l'utile FAST et en mettant en œuvre cet utile dans plusieurs régions en Italie, en Espagne et dans toute l'Estonie. Nous avons de nouveau collaboré avec PwC, qui a convaincu avec une offre basée sur des solutions digitales innovantes, qui permet l'exploitation de données satellitaires à service d'une agriculture amie de l'environnement et qui regarde au futur. Et on comprend bien sûr qu'aujourd'hui, la Commission européenne et vous soyez satisfaits de recevoir ce prix, ce Grand Prix 2020. Encore toutes nos félicitations à vous, à toutes les équipes que vous représentez. Et merci pour l'avenir aussi de l'agriculteur, parce que c'est notre avenir aussi de consommateurs dont il est question. Merci à vous. C'est le moment de conclure cette émission spéciale. Et comme je l'ai commencé, j'aurai la terminer avec le président de Syntec Conseil, Mathieu Courtecuisse. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet événement, le premier, avec de très très beaux lauréats, de très beaux projets qui ont été récompensés? Oui, c'était vraiment l'idée, c'était de montrer vraiment en tant que vitrine des réalisations concrètes. C'est le cas, on voit la richesse des natures d'intervention, on voit la richesse des secteurs, la santé, le transport, l'agriculture, etc. Donc c'est vraiment toute la richesse de nos métiers qui est bien démontrée aujourd'hui. On découvre là vraiment toutes les facettes du métier de conseil et c'est une magnifique initiative que de le faire à travers ces prix-là et ce Grand Prix, de montrer justement l'agilité des cabinets de conseil, des perspectives peut-être pour cet événement et ce Grand Prix l'année prochaine? L'enjeu, comme dans tous les grands pays, on veut installer cet événement, ce rendez-vous. Alors l'année prochaine, peut-être, on le fera en physique, j'espère. J'espère aussi qu'on aura peut-être des projets autour des vaccins, par exemple, pourquoi pas. Et donc voilà, l'année prochaine, on va essayer de montrer aussi toujours cette diversité des natures de cabinets de conseil qui travaillent dans notre écosystème, et puis aussi peut-être montrer la diversité, peut-être un prix, pourquoi pas, autour des femmes qui travaillent dans notre industrie.
Et c'est essentiel, évidemment. Merci beaucoup à vous, cher Mathieu. Merci aux équipes, d'ailleurs, de Syntec Conseil qui, en coulisses, œuvrent toute l'année, justement, pour la profession et pour représenter magnifiquement aussi tous les cabinets. Merci à vous, merci pour le plaisir que j'ai eu de vous accompagner. Merci à notre partenaire média, Les Échos, dans lequel vous allez retrouver le palmarès sous peu, évidemment. Et puis, merci aux équipes en coulisses qui nous accompagnaient autour d'Emmanuel Prache, évidemment, et de notre équipe de réalisation. À très bientôt, certainement, pour des moments aussi joyeux. Et dans cette période, on en a bien besoin. À bientôt.